Exactement, 19h45, c'est parti pour le journal de la journée des forces armées ce 10 novembre, forces armées et protection des frontières, tout le sens de la manifestation, prétexte pour le chef suprême des armées de magnifier le travail des forces de défense et de sécurité, surtout dans la gestion de la pandémie du coronavirus. Éducation à 72 heures de la rentrée scolaire des écoles se prépare. La commune de Bargny, par exemple, des établissements ont reçu des agents du service d'hygiène pour les besoins d'une désinfection. Nous ferons le point dans ce journal avec notre correspondant sur place, Babacar Seck. Et puis ailleurs, Mali, décès de l'ancien président Amadou Toumani Touré, celui qu'on surnommait le soldat de la démocratie, est parti à l'âge de 72 ans. Vous aurez des témoignages et son portrait dans cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est juste après ceci. Journée des forces armées, édition 2020. Le camp Djal Diop a abrité la cérémonie officielle, une cérémonie présidée par le chef de l'État Macky Sall, une occasion pour le chef suprême des armées de magnifier le rôle des forces de défense et de sécurité dans la lutte contre la pandémie du coronavirus. Cette journée a été aussi marquée par la première sortie de Idrissa Seck en tant que président du Conseil économique, social et environnemental. Le compte-rendu est signé Adama Sarr. Le camp Djal Diop de Dakar a abrité la célébration de la journée des forces armées. Fait marquant de cette journée, la première sortie officielle de Idrissa Seck en qualité du Conseil économique, social et environnemental. Cette année, le thème choisi est Forces armées et protection des frontières. Un thème d'actualité selon le chef de l'État, Macky Sall. Face aux menaces, à la fois nombreuses et complexes, la notion même de protection des frontières revêt aujourd'hui de nouvelles dynamiques. Il en est ainsi parce que si la frontière reste toujours pertinente au sens classique, c'est-à-dire terrestre, maritime et aérien, elle est devenue plus diffuse et plus difficile à protéger en raison de nouvelles menaces susceptibles de l'affecter. Je pense au terrorisme. Le rôle de l'armée dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 est magnifié. Le président Macky Sall estime que les forces de défense et de sécurité ont été à la hauteur. La pandémie Covid-19 en est un exemple. Si, à ce jour, notre pays a réussi à gérer au mieux cette grave pandémie, au point d'être cité en exemple par des sources indépendantes, nous le devons en partie à l'engagement sans faille de nos forces de défense et de sécurité. Elles ont contribué à la mise en œuvre de l'état d'urgence, à la surveillance des frontières, à la prise en charge des malades et ont apporté leur concours lors de la distribution des aides d'urgence à nos populations. Le trafic de bois en Casamance s'est invité au discours du chef de l'État. Macky Sall exhorte l'armée à poursuivre le combat. C'est dans le même état d'esprit que nous devons rester mobilisés pour mettre fin au trafic illicite du bois qui décime nos forêts du Sud. Je vous y engage
Nous ne pouvons rien céder dans la lutte contre ce fléau qui détruit notre biodiversité et appauvrit nos populations. 3 écoles ont été à l'honneur cette année. Il s'agit de la 52e promotion de l'école militaire de santé qui porte désormais le nom du médecin général de brigade Boubacar Wade, de la 32e promotion de l'école nationale des officiers d'active qui porte le nom du colonel Ganangom et de la 13e promotion de l'école des officiers de la gendarmerie nationale qui porte le nom du lieutenant Patrick Bayandouka Sagna. Adama Saré, puis un prélude à la rentrée scolaire prévue le 12 novembre 2020 et dans le cadre de la campagne de désinfection des établissements scolaires, les écoles de la commune de Bargny ont reçu les agents de la sous-brigade d'hygiène de Rufisque, nous dit Babacar Seck dans ce reportage. En perspective de la rentrée des classes pour les élèves, une vingtaine d'établissements scolaires de Bargny a été désinfectée par le service national de l'hygiène. La commune a pris toutes les dispositions. Ils ont prévu des gels comme d'habitude, ils ont prévu des lave-mains, des masques à l'endroit des élèves. Ça fait donc plaisir. Et puis nous prendrons en tout cas les dispositions qui s'imposent pour mettre les élèves et les personnels enseignants dans les meilleures conditions possibles. Le corps enseignant qui a déjà effectué sa rentrée aux écoles mixtes A et B de Bargny est rassuré par les actes déjà posés. Toute personne qui participe à la sécurité des enfants fait une action citoyenne et ça nous fait vraiment plaisir et ça nous met en sécurité. Vraiment, ils sont venus au bon moment. Parce que tout sur l'ouverture, désinfecter les salles de classe, dont certaines ont été fermées depuis plus de 8 mois. Donc c'est une manière maintenant de désinfecter non seulement les classes, mais aussi d'assurer la sécurité sanitaire au niveau des élèves. Faire en sorte que toutes les écoles disposent d'eau pour une bonne hygiène, c'est l'appel du major de la sous-brigade d'hygiène de Rufisque. Demande aux APO, aux présidents des parents d'élèves et aux communes de faire tout pour que ces écoles aient de l'eau. Parce que sans eau, ça ne peut pas passer. Parce que si on nous demande de respecter les mesures barrières, on ne peut pas respecter ces mesures barrières sans eau. Il y a des écoles qui n'ont pas d'eau et ça, c'est pas normal. Donc on demande aux APO et aux communes de faire tout pour que ces écoles aient de l'eau. Même si la courbe des cas de coronavirus est à la baisse, les autorités académiques appellent le corps enseignant à plus de vigilance. Babacar Seck, direction le nord du Sénégal, à Saint-Louis plus précisément. C'est pour parler de la session de formation sur la pisciculture, des activités au bénéfice des acteurs de la pêche de la localité, une initiative de l'ADPME. Ceci entre dans le cadre du projet Développer l'emploi au Sénégal, un programme financé par l'Union européenne et l'AFD. Le directeur général de l'ADPME, Idriss Diabira, que nous écoutons au micro de notre correspondant à Saint-Louis, Omar Adisnia. C'est une formation extrêmement importante. Elle s'inscrit dans le cadre du programme Développer l'emploi au Sénégal, appuyé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Et elle vise à donner aux pêcheurs de Saint-Louis et de ce GIE en particulier le b.a.-ba de l'activité piscicole. C'est extrêmement important, ça a été dit, parce que l'on est dans une période de changement climatique. Il y a moins de poissons, il y a moins de prises, il y a des difficultés importantes pour aller pêcher au large. Et ça, c'est pour le Sénégal et c'est pour le monde entier. Et donc l'objectif, c'est de trouver des solutions, des alternatives pour permettre aux pêcheurs de devenir aussi des entrepreneurs et aux GIE de fournir davantage de poissons et développer les activités pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour leur famille. Et pour moi, c'est l'occasion de mieux connaître le secteur
de la pêche, les problématiques de la pêche ici dans la zone, et pour pouvoir voir au sein de la DPME, avec les collègues des autres ministères, du ministère de la Pêche en particulier, comment accompagner, appuyer, aider les entrepreneurs à... Justement, nous parlons de la politique d'emploi au Sénégal. Les investissements pour la création d'emplois ne sont pas productifs, à propos de Pape Dembelo. Selon l'expert financier, il urge de faire une restructuration des agences de création d'emplois afin de combattre l'immigration clandestine. Pape Dembelo, que nous écoutons au micro d'Adama Sarr. On a mis quand même pas mal d'agences, de structures, de financement, etc. Mais on n'a pas eu des résultats escomptés et les développements actuels sur l'immigration clandestine en attestent largement. Alors nous avons senti la nécessité d'en discuter, mais surtout de relever les points qui font que ces politiques ne réussissent pas toujours. À mon humble avis, ces axes stratégiques sur lesquels toutes ces politiques ont été bâties doivent être de manière dépassionnée, de manière calme, rediscutés. Et ce sont ces axes stratégiques-là qu'il s'agit de revoir, de questionner et certainement de changer. Quand les autorités mettent des chiffres comme 500 000 emplois, moi c'est des choses qui ne me faisaient pas peur. Si le Sénégal n'est pas capable de créer 200 000 emplois en 5 ans, autant vendre ce pays qu'on le partage et que chacun prenne sa part. Pour moi, il y a des choses qui sont possibles. Mais ces choses qui sont possibles doivent être adossées à des politiques claires, pertinentes et à des financements adéquats. Avec un dispositif aussi, et ça peut-être qu'on n'a pas eu le temps d'en discuter tout à l'heure, le dispositif en place, ça aussi on a nos points de vue, doit être revu et doit être corrélé un peu à ce qu'on appelle la courbe de vie d'une entreprise. Parce qu'à chaque phase de l'évolution d'une entreprise, il y a des problèmes qui se posent et ces problèmes-là doivent être pris en charge de manière structurelle. Qui dit emploi dit également employabilité. Selon Alun John, expert en politique économique, il est important de connaître le profil des jeunes afin de créer des emplois pour combattre le phénomène de l'immigration irrégulière. Nous l'écoutons également au micro d'Adama Sarr. Nous pouvons changer la donne si vraiment il y a d'abord la responsabilité de l'ensemble des acteurs. Je considère qu'il y a 5 acteurs dans cette situation, et que les 5 acteurs doivent jouer leur partition. Il faut que l'État, qui doit en fait mettre en place le cadre, qui doit orienter, assume sa fonction d'aménageuse. Il faut ensuite que les organisations non gouvernementales, dans l'État, il faut y intégrer aussi les collectivités territoriales. Ensuite, là, il faut, d'ailleurs, c'est à ce niveau même qu'on peut créer le maximum d'emplois, parce qu'on est dans une approche que nous appelons l'économie immédiate. L'immédiateté, c'est d'abord le spatial. C'est la confusion que beaucoup de gens font. Quand on parle d'immédiat, on pense au temporel, légui en Wolof, alors que ce n'est pas ça. L'immédiat, c'est d'abord le spatial. Si on traduit en Wolof, c'est l'ISES, économie immédiate, économie BISES. Alors, ensuite, les acteurs, les organisations non gouvernementales. Ensuite, on a les organisations de la société civile, dans lesquelles on a la population, parce que les associations même font partie de la population. Et il y a un 5e acteur que constituent les leaders d'opinion ou bien les leaders d'influence. Je fais allusion pour le cas du Sénégal au marabout. Maintenant, si l'ensemble de ces acteurs, on sensibilise d'abord, parce que ça, c'est le fruit d'une économie, disons, d'une société de consommation, et en même temps d'une économie extravertie. Parce que tout simplement, on préfère ce qui vient d'ailleurs, et on oublie qu'on peut faire des produits beaucoup plus compétitifs que ce qui vient d'ailleurs.
Information du nouveau gouvernement du Sénégal, on en reparle dans cette édition. Le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, reconduit à son poste des Sénégalais listent leurs attentes intéressés par les questions environnementales. Il demande à la tutelle de lutter contre l'agression de la bande des Filao. Le sujet est signé à Minataba. Cet homme invite le ministre Abdou Karim Sall, reconduit dans ses fonctions, au suivi de ses programmes. Moi, je m'attends toujours à ce que, par exemple, on avait pris des mesures par rapport au plastique pendant le Covid. Je crois que c'est au mois de mars ou avril. Et quand vous sillonnez en fait le pays, vous voyez toujours que en fait ces déchets plastiques existent. Et moi, par rapport à ça, rien que par rapport à ça, moi j'attends à ce que ce problème soit réglé. Par rapport aux pays que j'ai visités, j'en ai visité pas mal, à peu près 22, mais le Sénégal est un pays sale. J'avoue que le Sénégal est un pays sale. Et on doit travailler sur ce point-là. Adama, rencontré aux Almadies, appelle le ministre à lutter contre l'agression de la bande des Filao. C'est pas bon. Tu as vu? La coupe du bois est très néfaste pour l'environnement. Elle a des impacts considérables sur la pluviométrie. Donc, le ministre de l'Environnement doit beaucoup faire pour remédier à cela. En plus, nous lui demandons d'outiller encore plus les services des eaux et forêts. Les Sénégalais rencontrés appellent le ministre de l'Environnement, Abdou Karim Sall, à plus de rigueur pour la préservation de la biodiversité et à lutter contre les changements climatiques. Aminataba, santé à présent, coronavirus, situation du jour, 9 nouvelles contaminations sur 597 tests réalisés, 17 patients contrôlés négatifs, donc déclarés guéris, un cas dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été signalé. Le bulletin santé du jour lu par le docteur Elhadji Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, par ailleurs porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Justement, nous restons avec le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le ministre tutelle Abdoulaye Diouf Sarr était à Sédhiou hier lundi en visite dans le Pakao. Abdoulaye Diouf Sarr a pris part à un CRD dédié à l'ouverture de l'hôpital régional. La correspondance d'Ousmane Demba. Accueilli à Djendé par une forte délégation régionale, le ministre de la Santé et de l'Action sociale a effectué un tour à l'hôpital régional de Sédhiou en chantier avant de prendre part à un CRD consacré à la préparation de son ouverture. Au terme d'un échange avec des élus et des autorités administratives locales, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé que l'hôpital régional sera opérationnel en janvier. À la fin de cette année, les travaux du nouvel hôpital régional de Sédhiou seront réceptionnés. Votre belle région va donc étrenner un établissement flambant neuf grâce à la vision de son Excellence le Président de la République Macky Sall. Bâti sur une superficie de 12 000 m², le nouvel hôpital sera un établissement public de santé de niveau 2. Il disposera de services spécialisés et d'un plateau technique apte à garantir aux populations de la région et au-delà l'accès à des soins de qualité. L'entreprise chargée de la réalisation du projet est très avancée, comme vous pouvez le constater sur le terrain. Nous sommes donc dans la phase finale du projet. Le ministre a rappelé les efforts consentis par l'État pour prendre en charge la préoccupation des populations en matière de santé. Il serait trop long d'énumérer ici tout ce qui a été fait ces dernières années dans le domaine de la santé et de l'action sociale, en termes de construction, d'équipement, de ressources humaines, d'efforts budgétaires. L'accès des populations à des soins de qualité est considérablement amélioré. J'en veux pour preuve le discours formidable de M. le maire qui a noté les pas de géant effectués dans cette belle région de Sédhiou. La rencontre qui a duré au moins 2 tours d'horloge a permis aux intervenants d'interpeller le ministre sur l'équipement des postes de santé, leur dotation en médicaments ainsi que la problématique des évacuations sanitaires dans des zones enclavées de la région.
Ousmane Demba, nous parlons de la disparition de Ndiouga Dieng. C'était le 10 novembre 2016, 4 ans après son décès. L'orchestre Baobab a la nostalgie de l'une de ses voix mythiques, mais aujourd'hui, les autres membres du groupe Orchestre Baobab se mobilisent pour sauvegarder le legs de l'auteur du titre Demowour, Pape Ibrahima Ndiaye. Ses pieds ont pratiquement fait le tour du monde et sa voix a résonné dans les plus grandes salles de spectacle. Mais aujourd'hui, il lutte contre les séquelles de la méningite. Après 4 années d'incertitude, cloué dans un lit d'hôpital, Rodolphe Clément Gomis du Rudy retrouve petit à petit ses réflexes. Le membre fondateur de l'orchestre Baobab a perdu son état de forme, mais pas sa mémoire pour raconter l'histoire du groupe créé en 1970. Par Adrien Senghor, un cousin du président qui était là, du président Senghor. C'est lui qui nous a réunis. Il n'y avait que moi qui ne jouais pas au Miami. Mais Barthélemy Atisso, Balassi Dibé, Ndiouga Dieng, Medoune Diallo, tout le reste, eux, ils jouaient au Miami. Donc il est venu me voir et je suis allé voir les copains d'enfance. Bala, qui sont un business de bois, ils jouent vendredi, VSD, ils jouent vendredi, samedi, dimanche, moudière. Très rapidement, les racines du Baobab deviennent solides, le groupe mythique et son offre musicale unique. Mais après des années de domination, l'orchestre devient aphone, la distance s'installe entre ses membres. Une séparation momentanée après 15 ans de silence, Rudy et ses camarades se relancent grâce à un producteur anglais. Et bien sûr, on n'oublie pas l'engagement de Ndiouga Dieng durant toutes ces années. Ndiouga Dieng, c'est un griot pur et dur. Qui a le verbe, comme on le dit, il a le verbe facile. Ndiouga Dieng, tu lui dis, chante sur telle chose, sur ce thème, et tu le fais tout de suite. Plus qu'un compagnon, Ndiouga Dieng était un frère pour Rudy Gomis. Après avoir servi le Sénégal à travers l'orchestre Baobab, Ndiouga Dieng décède le 10 novembre 2016, un moment douloureux pour lui. J'étais dans le même hôpital que Ndiouga Dieng sans le savoir. Un jour, j'aperçois des personnes dont la plupart m'étaient familiers. Je les voyais accompagner un cercueil. Très étonné de cette situation, j'ai dit à ma femme, mais je reconnais le visage de beaucoup de personnes. Ma femme a évité le sujet parce que le médecin lui avait demandé de ne rien me dire à cause de ma maladie et mon état de santé fragile. Mais ils amenaient Ndiouga Dieng à sa dernière demeure. C'était incroyable. Au-delà de Ndiouga Dieng, l'orchestre perd d'autres symboles et membres fondateurs comme Bala Sidibé ou encore le saxophoniste Issa Sissoko. Rudy Gomis est touché par toutes ces disparitions, mais il compte poursuivre leur œuvre en accompagnant la nouvelle génération. Hors de nos frontières, l'actualité décès de l'ancien président malien Amadou Toumani Touré. Il a tiré sa révérence à l'âge de 72 ans. Le Sénégal lui rend hommage. Le chef de l'État Macky Sall et se dit peiné. Il l'a dit sur son compte Twitter. Elhadj Amidou Kassé, lui aussi, salue la mémoire d'un grand frère et ami. L'auteur du livre Le style ATT rend hommage à un démocrate sans réserve. Elhadj Amidou Kassé que nous écoutons au téléphone d'Antoine. C'est véritablement une peine, une douleur inconsolable ce matin que nous avons ressenti à l'annonce de la mort du président Amadou Toumani Touré. Amadou Toumani Touré était un homme exceptionnel et je peux bien en témoigner pour l'avoir connu, pour l'avoir vécu.
pour avoir cheminé avec lui pendant pratiquement tous ces 2 mandats de 2002 à 2012. C'est mon ami et frère, plus que frère, Seydou Sissouma. Alors journaliste au quotidien national Le Soleil, qui me l'avait présenté. Il s'est déplacé jusque dans les locaux du quotidien national pour saluer le petit frère que j'étais, lui, l'ancien chef d'État. Et depuis lors, jour pour jour, nous avons communié, nous avons entretenu des relations fraternelles et amicales. Nous avons également entretenu des relations politiques au sens où il m'a régulièrement consulté directement ou par l'intermédiaire de notre ami commun Seydou Sissouma sur un certain nombre d'orientations. Et en 2010, j'ai publié un livre intitulé La communication en temps de campagne électorale, le style ATT. C'était pour montrer un peu ou amener à la lumière des jours les dimensions fondamentales de cet homme exceptionnel. Nous perdons en lui également un Africain convaincu. Nous perdons en lui un chantre de la paix. Et je suis sûr qu'il était dans toutes les dispositions pour, encore une fois, être aux côtés du peuple malien. Amadou Toumani Touré a dirigé le Mali de 2002 à 2012 avant d'être renversé par un coup d'État. Son portrait nous est dressé ici par Hassan Gueye. Amadi Toumani Touré est mort septuagénaire. Il tire sa référence au moment où le Mali a rechuté dans une phase de transition qui ressemble à bien des égards à une bombe à retardement. Dans ce pays, les phases transitoires renvoient aux vieux démons, coup d'État militaire et instabilité chronique. En 2012, 2 mois avant le terme de son second mandat, ATT est déposé suite à une mutinerie conduite par le capitaine Sanogo. C'était l'arroseur arrosé. 21 ans plus tôt, le militaire de carrière, officier des parachutistes commandos, avait infligé le même sort au président Moussa Traoré. Dans cet interstice, ATT fit montre d'une rare habileté, en ne cédant pas tout de suite aux sirènes du pouvoir. Seulement, le soldat de la démocratie, comme on l'affublait, n'était pas totalement désintéressé. Il se lance plus tard en politique en anticipant sa retraite de l'armée. ATT put se présenter par la suite à la présidentielle en 2002 qu'il remporte avec 64% des votes devant Soumaïla Cissé au second tour. En 2007, il passe dès le premier tour avec 71% face à Ibeka. Grandeur puis décrépitude, ATT regardera prospérer la rébellion Touareg et pire encore, avec la même inaction, il se montre incapable d'arrêter l'afflux de terroristes en provenance de toutes parts après la désintégration de la Libye. Ainsi donc, ATT porte une lourde responsabilité dans la métastase malienne. Exilé dans la foulée à Dakar avec sa famille, il ne retournera qu'au bout de cette année. À l'annonce de sa disparition, le président Macky Sall a salué un ami et un frère. Depuis fort longtemps, le Mali file du mauvais coton et ses dirigeants, qui ont souvent l'horizon du myope, l'y aident avec une persévérance particulièrement inouïe. Et puis du sport pour finir, éliminatoire à Cannes 2022, double confrontation entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, match comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires. Le match aller est prévu demain mercredi 11 novembre 2020 à 16h au stade Lat Dior de Thiès. La manche retour à Bissau est prévue le dimanche 15 novembre 2020.
Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Passez d'excellents moments en compagnie de nos programmes sur ITV.